Le suspense n'en finit pas chez Talbot où ce soir la direction annonce qu'elle ne paiera plus les salaires à partir de lundi. Au Liban, 2 nouveaux soldats français ont été tués à Beyrouth et 3 autres blessés alors que plus au nord, il semble que Yasser Arafat et ses hommes devraient quitter Tripoli dès ce week-end. François Mitterrand en visite officielle en Yougoslavie, les euromissiles et les rapports Est-Ouest seront au centre des discussions dans ce pays socialiste un peu à part. Et puis le prix Louis Deluc décerné à Maurice Pialat pour son film À nos amours, c'est un grand cinéaste mal connu du public qui est ainsi récompensé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La politique industrielle du gouvernement est donc une nouvelle fois ce soir sous les feux de l'actualité avec cette décision prise par la direction de Talbot de ne plus payer les salaires des ouvriers et cela à partir de lundi. Voici maintenant plusieurs semaines que l'avenir de l'usine Talbot de Poissy est au centre du débat économique et social. Avec 2 questions. D'abord, l'usine va-t-elle continuer de construire des voitures en France? Et puis, une deuxième question plus immédiate, la direction de Talbot va-t-elle obtenir les 2905 licenciements prévus dans son plan de restructuration? Voilà plusieurs jours que l'on attend la décision des ministres concernés sur place, mais des ministres qui sont apparemment fort divisés quant à l'attitude à adopter. Alors ce soir, la direction de Talbot fait encore monter la tension d'un cran en annonçant ce qui ressemble beaucoup à un lock-out. Le reportage de Laurent Carenzo. Ambiance tendue, voire dramatique cet après-midi au comité central d'entreprise de Poissy, convoqué en catastrophe. Devant tous les délégués, Max Pecqueux, le patron de Talbot, doit annoncer les décisions de la firme, qui attend en vain depuis 3 jours la position du gouvernement. Décision brutale, un lock-out qui ne dit pas son nom et qui concerne 8000 travailleurs. La situation actuelle étant caractérisée par une absence totale de production qui n'est pas le fait de la direction, il n'y a donc plus de justification ni de possibilité pour l'entreprise d'assurer les rémunérations. Dans ces conditions, la présence du personnel sur les lieux de travail est devenue sans objet. En vérité, les travailleurs de Talbot sont victimes d'un bras de fer politique et cela est scandaleux. Les travailleurs de Talbot sont également victimes d'un acharnement de la direction et de la CGT. Il faut rappeler qu'une grande partie du personnel n'est pas gréviste et que cette partie va à nouveau faire les frais d'une politique inconsidérée et inconsciente des gouvernements, du patronat et d'un certain nombre d'organisations syndicales. Aucun mouvement près de l'usine fermée d'ailleurs pour cause de chômage technique. On attend la réaction d'André Saint-Jean, le patron des métallos CGT, pièce maîtresse de l'atmosphère politique et sociale de l'affaire Talbot. Nous considérons que l'attitude actuelle de PSA est une attitude anti-économique, une attitude anti-nationale. Et il est tout à fait évident que dans la tranquillité et avec responsabilité, mais aussi avec fermeté, nous continuerons à défendre les travailleurs de Talbot, leur emploi, et nous continuerons à défendre l'industrie automobile française, la marque et ses productions concernant Talbot. Mais en tout état de cause, nous pensons qu'il est raisonnable dans les conditions actuelles que le gouvernement se définisse sur la base des propositions que nous avons formulées, c'est-à-dire sur la base de solutions sociales qui évitent tout licenciement chez Talbot, et c'est possible. La CGT se veut donc logique avec elle-même, calme et sereine. Mais plus que jamais, la balle est dans le camp du gouvernement. Ces problèmes de la politique industrielle du gouvernement, on les retrouvait également ce soir dans le discours prononcé par Georges Marchais devant les ouvriers des chantiers navals de la Seine dans le Var. Il est vraiment grand temps que les actes suivent les paroles. Il est grand temps de prendre des mesures précises, efficaces, qui s'attaquent de front aux difficultés, a déclaré tout à l'heure M. Georges Marchais. Il faut noter que le gouvernement s'est engagé à maintenir sans licenciement un autre site de chantier naval, celui de Dunkerque, qui emploie 3200 personnes. Un pétrolier et un transporteur de produits chimiques devraient d'ailleurs être commandés à Dunkerque, assurant ainsi aux ouvriers de ce chantier naval l'équivalent de 2 millions d'heures de travail. Cela dit, cette décision ne règle pas sur le fond le problème de l'avenir de la construction navale en France, un secteur qui connaît aujourd'hui une crise très douloureuse. Le reportage de Corinne Pertuis et Claude Sicard. La semaine dernière, au cours d'une journée ville en lutte, les travailleurs de la Seine portaient en triomphe la maquette du dernier bateau qu'ils venaient de construire. Après lui, il n'y avait plus de commandes, la faute au charbon et au pétrole qu'on ne transporte plus,
La faute à la concurrence du Japon et de la Corée qui casse les prix. Michel Garcia a l'habitude des luttes. Depuis 40 ans qu'il travaille au chantier comme électricien de bord, ce n'est pas la première fois que la navale est en crise et qu'on est dans l'attente de nouvelles commandes. Il n'y a plus du tout de commandes dans les chantiers, mais il y a beaucoup de commandes en potentiel. Il y a environ 12 à 13 commandes qui sont dans l'air, qui sont en discussion. Encore faut-il vouloir, premièrement, chez les patrons les prendre et chez les armateurs nous les donner. Vous ne pensez pas que le chantier naval c'est fini? Non. Non, ça ne sera jamais fini. Le chantier naval, c'est une condition indispensable à l'indépendance d'un pays. Beaucoup d'espoir s'en est allé en fumée vendredi dernier. Les chantiers navals français apprenaient que la construction de 4 bateaux venait de leur échapper. Encore 1 million d'heures de travail qui ne seraient pas pour eux. L'armateur français Delmas Vieljeux leur préférait les chantiers yougoslaves. Une question de prix. Le contrat qui a été passé avec les Yougoslaves est fait au prix de 135 millions par navire. Je sais qu'en France, j'aurais accepté un prix légèrement supérieur. Ceci dit, d'après les déclarations faites dernièrement au Sénat par le secrétaire d'État à la mer, il semble que le prix de revient de ces navires dans un chantier français soit de l'ordre de 400 millions. En conséquence, pour permettre au chantier d'approcher le prix yougoslave ou le prix japonais, qui était le même, il aurait fallu donner une aide au chantier naval d'au moins 250 millions par navire. Alors la solidarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt, pour commander en France, à accepter un certain surprix. Mais il y a des limites qu'il est absolument impossible de dépasser. Passer du simple au double ou simple au triple, là ce n'est plus de la solidarité. Ce serait de la mendicité ou de la générosité. C'est une tradition, l'État subventionne les chantiers. Chaque année, la construction navale lui coûte 1 200 000 francs. Il vient encore d'accorder 720 millions au chantier Nord-Méditerranée. Le tout est de savoir jusqu'où il peut aller. Si un bateau revient à 400 millions et que nous l'offrons pour 100 millions, nous sommes sûrs d'avoir des commandes partout du monde entier. Mais est-ce qu'il faut pour autant que le contribuable français verse les 300 millions de francs? Est-ce que vous ne pouvez pas quand même d'ores et déjà dire qu'il y aura des licenciements? Parce que vous le savez peut-être déjà. Non, pas du tout. Alors là, je ne peux vous dire qu'aujourd'hui, quels sont les plans qui vont être présentés par les chantiers. J'ai indiqué qu'il fallait faire appel au système de pré-retraite, etc. et aussi à la diversification. J'insiste beaucoup sur le fait que les responsables de chantier doivent faire preuve de dynamisme. Il y a un combat extraordinaire qui se livre en ce moment au niveau international. C'est aux responsables de chantier de faire preuve d'imagination, de dynamisme, je vous le disais, pour obtenir de nouvelles commandes. Encore hier, recevant les travailleurs de Dunkerque, le gouvernement s'est engagé à maintenir l'activité de ce chantier. Mais on sait maintenant que les subventions sont limitées et qu'elles ne peuvent pas tout résoudre. Reste à savoir donc quel coût social les travailleurs devront payer. Alors précisément, le coup de force ce soir chez Talbot, les déclarations hier soir ici même d'Edmond Maire, le discours tout à l'heure de Georges Marchais à la Seine ou encore la démission récente du patron communiste des Charbonnages de France, ce sont autant d'incidents qui montrent que la gauche se déchire aujourd'hui sur l'un des dossiers essentiels pour l'avenir, celui de la politique industrielle de la France. Albert Duroy. Combien de licenciements sont industriellement inévitables? Combien sont politiquement supportables? L'affaire Talbot est symbolique des grands choix industriels devant lesquels la France est placée. Les autres symboles ne manquent pas, les charbonnages, la production doit être réduite, mais de combien peut-elle l'être sans drame? La sidérurgie, quelles spécialités doivent être abandonnées, quelles autres doivent être modernisées? Les chantiers navals, quels sont ceux qui peuvent redevenir compétitifs? Partout s'oppose une logique industrielle et une logique sociale. Logique industrielle, elle est illustrée à l'étranger par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Des millions de chômeurs sont le prix à payer pour moderniser l'industrie. Mais pour les Français en général, et pour la gauche en particulier, le chômage, c'est le mal absolu. Logique sociale, il faut préserver tous les emplois, même non rentables, même au prix de subventions à fonds perdus. Mais c'est sacrifier l'avenir. On ne peut pas à la fois payer pour maintenir les activités traditionnelles et payer pour créer les activités de demain. Le gouvernement est déchiré entre ces deux logiques. Il ne veut pas de la politique Thatcher, mais il ne veut pas non plus pratiquer une politique à courte vue.
Parmi ceux qui le soutiennent, certains, notamment les communistes, s'arc-boutent au maintien de l'emploi à tout prix, les autres plaident en faveur d'une nouvelle politique industrielle. Le gouvernement cherche encore à concilier la solidarité politique et la nécessité économique. Mais est-ce conciliable? Talbot est le révélateur de ce malaise profond et l'illustration de la difficulté de choisir, c'est-à-dire de la difficulté de gouverner. Voilà, et puis a relevé une réaction au propos hier soir ici même d'Edmond Maire. Elle émane de Jean-Paul Bachy, qui est secrétaire national du Parti socialiste aux entreprises. Monsieur Bachy, estime que l'on ne peut prétendre que les choix industriels qui commandent l'avenir ont été faits sans concertation. Il indique notamment que le gouvernement a provoqué un débat public à l'Assemblée nationale le 11 octobre sur les grandes options de politique industrielle. Et puis ce problème de la politique industrielle et de la situation chez Talbot, ce sera le thème du débat de notre dernier journal aux alentours de 22h50. Un débat qui opposera Jean-Michel Cordier, qui est journaliste à l'Humanité, et Jean-Gabriel Frédet, qui est journaliste, lui, au Matin. Au Liban, 2 nouveaux soldats français ont été tués cette nuit et ce matin à Beyrouth. Il s'agit d'un parachutiste et d'un sous-officier de la force d'interposition. Le chiffre des morts français au Liban ne cesse donc de grossir et ces 2 attentats portent à 81 le nombre des soldats français morts à Beyrouth. Par ailleurs, 3 autres parachutistes ont été blessés en fin d'après-midi. Patricia Coste. C'est ici, à proximité du quartier général français dont on voit le portail, qu'a été froidement abattu un parachutiste ce matin à Beyrouth. Il était en train de déposer une poubelle quand il a été mitraillé dans le dos, 6 coups tirés d'une voiture qui s'est ensuite noyée dans la circulation. Les Français, contrairement aux autres membres de la force d'interposition, sont disséminés dans Beyrouth même pour protéger la population, comme l'indique leur mission. D'après le ministère de la Défense, un redéploiement ne leur assurerait pas forcément une meilleure sécurité et surtout changerait la nature de leur mission, ce dont il n'est pas question pour l'instant. Et pourtant, mardi dernier, un autre para était la victime de francs-tireurs. Ce soir, on vient d'apprendre que 3 Français viennent d'être blessés. Cette nuit, un sous-officier a été accidentellement tué par des éclats d'obus, mais cette fois dans la montagne, en mission d'observation. Il y a eu 81 morts chez les Français depuis leur arrivée au Liban. En fin d'après-midi, le super cuirassé américain a de nouveau craché ses obus contre des positions sur les hauteurs au-dessus de Beyrouth, or riposte à des tirs contre les Marines américains postés à terre près de l'aéroport. C'est la 2e fois depuis hier que le monstre répliquait. Tripoli. Est-ce le début de la fin du siège des Palestiniens loyalistes de M. Arafat? À Athènes, le gouvernement grec a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la garantie nécessaire à ces bateaux qui doivent évacuer les Palestiniens en principe lundi prochain. Israël pourtant, dont les vedettes sont toujours en face de Tripoli, a déclaré n'avoir pris aucun engagement ni donné aucune garantie à quiconque. À propos du Liban, toujours un sondage à retenir. Il nous vient des États-Unis et démontre que la moitié des Américains sont favorables à un retrait des Marines installés à Beyrouth. Le président américain Ronald Reagan a fait savoir qu'il était contre un tel retrait, qu'il estime prématuré. Et puis, seule note un peu optimiste de ce conflit libanais, le début aujourd'hui de l'évacuation des 10 000 civils chrétiens qui étaient encerclés par les miliciens druzes dans le petit village de Der el-Kamar. Une évacuation qui s'est faite sous la protection de l'armée israélienne qui avait donc à cette occasion repris position dans cette montagne du Chouf qu'elle avait évacuée le 4 septembre dernier. Nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Frédéric Vasseur ont assisté sur place au début des opérations. L'opération d'évacuation des réfugiés de Der el-Kamar aura été menée entièrement par l'armée israélienne alors qu'on attendait ici des éléments du contingent italien pour superviser aussi l'opération. Une quinzaine de blindés ont pénétré dans les premiers villages druzes encerclant Der el-Kamar sous l'œil des milices de Kaman Jumblat et ont pris position sur la route pour protéger le trajet qu'emprunteront les réfugiés. Arrivés à Der el-Kamar, les jeunes chrétiens lançaient du riz sur les soldats israéliens en signe de bienvenue. Pour les habitants de cette ville et pour les centaines de réfugiés chrétiens de la montagne du Chouf qui s'étaient repliés ici, l'arrivée des Israéliens marque la fin d'un siège qui aura duré près de 3 mois. Les premiers à être évacués ont d'abord été les combattants, près de 2000 hommes, qui ont défendu la ville pendant la bataille contre les Druzes. Ensuite, 500 personnes, chaque jour, seront évacuées par la route vers Beyrouth et Saïda, grâce à la Croix-Rouge internationale, à bord d'une quinzaine d'autobus et de 300 voitures, et toujours protégées sur la route par l'armée israélienne. Les soldats israéliens vont rester ici jusqu'à ce que les 5000 volontaires à l'évacuation aient quitté Der el-Kamar,
ça n'est que le début de l'opération. L'évacuation des réfugiés de Der el-Kamar va durer 10 jours. Les chrétiens encerclés ne peuvent être en effet évacués que par groupe de quelques centaines de personnes. Ils doivent d'abord faire viser tous leurs effets personnels par la Croix-Rouge internationale qui supervise l'opération. Ainsi, chaque famille entasse ses vêtements dans des sacs de plastique et c'est une attente de plusieurs heures dans le sérail de Der el-Kamar. En application de l'accord, aucune arme ne doit sortir dans les affaires personnelles des réfugiés qui sont soigneusement étiquetées au nom de chaque famille avant d'être embarquées sur les camions. 5000 personnes partent ainsi au rythme de 500 par jour. La plupart sont des habitants des villages chrétiens occupés par les Druzes et réfugiés à Der el-Kamar. Pour venir ici, je n'ai pas mangé pendant 4 jours, dit cette femme, et j'ai dormi à la Belle Étoile. Voilà 3 mois qu'on attendait de partir. Et maintenant, vous partez à Beyrouth? Oui, je pars, on part à Beyrouth. Et vous ne reviendrez pas dans le Chouf? On reviendra ici quand on pourra rentrer chez nous. Pourtant, des centaines de réfugiés des villages chrétiens ont décidé de rester à Der el-Kamar. Dans les églises, dans la mosquée, nous les avons rencontrés. Ils n'ont pas de famille à Beyrouth pour les recevoir. Ils ne veulent pas aller dans les centres d'accueil, mais surtout, ils espèrent retourner un jour dans leur village. Malgré la levée officielle du siège, il faudra encore ravitailler plus de 15 000 personnes. Évidemment, la levée du siège, pour qu'elle soit une vraie levée du siège, comporterait une route ouverte. C'est-à-dire que les gens pourraient sortir et revenir. Mais tant que cette partie du plan n'est pas réalisée, c'est la Croix-Rouge internationale qui va assurer le ravitaillement de Der el-Kamar. Avec les premiers départs, la vie normale reprend lentement à Der el-Kamar, mais il faut savoir que la majorité des habitants ont décidé de rester ici, malgré les menaces qui pèsent encore sur cette population. Ils veulent assurer la survie de la communauté chrétienne dans cette montagne du Chouf. Oui, cette évacuation se poursuivra ce soir et demain. Le cri d'alarme d'un député français qui revient du Mozambique. Selon Jean-Marie Bockel, député socialiste du Haut-Rhin, la famine aurait déjà fait au moins 100 000 morts dans ce pays qui ne dispose plus d'aucune réserve alimentaire. Selon M. Bockel, la pénurie serait encore aggravée au Mozambique qui ne recevrait plus l'aide des pays de l'Est en raison de ses tentatives d'ouverture vers l'Occident. À la charnière de la politique française et de la politique étrangère, première journée du voyage officiel de François Mitterrand en Yougoslavie. Le président français doit rester 3 jours dans ce pays, un peu particulier si l'on peut dire, du bloc socialiste. À l'ordre du jour des conversations, les relations Est-Ouest bien sûr, et surtout l'avenir des négociations sur les euromissiles après la rupture entre Américains et Soviétiques à Genève. De Belgrade, Paul Naon. L'homme qui accueille ce matin François Mitterrand, c'est Mika Spiljak. Son titre officiel, président de la présidence de la République socialiste de Yougoslavie, en quelque sorte le successeur de Tito, mais pour 1 an seulement. Avantage de cette formule, permettre aux représentants des 6 républiques et des 2 provinces autonomes d'exercer chacun à son tour la présidence de l'État pendant 12 mois. Inconvénient, les dirigeants de l'État, comme ceux du parti, travaillent dans l'anonymat le plus total et sont souvent dans l'incapacité de prendre des décisions. C'est en tout cas le second voyage de François Mitterrand depuis son élection dans un pays socialiste. Premier geste officiel du président de la République, le mémorial de Josip Broz Tito, où François Mitterrand s'est longuement recueilli avant d'écrire sur le livre d'or « Tito appartient à la mémoire de notre temps ». Depuis la mort du maréchal Tito, il y a 3 ans et demi, la position de la Yougoslavie s'est affaiblie aussi bien sur le plan international qu'au sein du mouvement des non-alignés. Si les dirigeants yougoslaves ont accueilli favorablement l'élection d'un président socialiste en France, les dirigeants yougoslaves ne comprennent pas toujours les positions prises aujourd'hui par François Mitterrand, aussi bien sur le Liban que le Tchad ou encore les euromissiles, des positions qui, dit-on à Belgrade, sont en contradiction avec les options socialistes du gouvernement français. Donc les grandes questions internationales vont dominer ce voyage officiel en Yougoslavie, avec un thème majeur bien sûr, les euromissiles, et sur ce problème la Yougoslavie a pris position pour les thèses pacifistes. Reprise de l'agitation au Chili, quelques semaines après les grandes manifestations menées par l'opposition contre le régime du général Pinochet. Hier soir, la moitié du pays a ainsi été privée d'électricité à la suite d'un attentat. Et quelques heures auparavant, de nombreux Chiliens étaient descendus dans la rue pour dénoncer la torture dans ce pays. Michel Stoulovici.
Chasse à l'homme, hier à Santiago. Arrestations, matraques et chiens policiers, voilà l'arsenal des carabiniers contre les opposants au régime du général Pinochet. Cette foule manifeste contre la torture, non loin de la principale caserne de la police politique. Une police dont l'opposition demande la dissolution. Et un cri dans la foule sur le passage des policiers. Assassin. Un cri repris à l'adresse du général Pinochet. Bilan de cette chasse à l'homme, 100 personnes arrêtées hier à Santiago. Mais malgré cette répression, un pouvoir dont l'assise, chaque jour, s'affaiblit. Un pouvoir qui ne peut plus empêcher les cris de colère. Oui, sur un tout autre registre, en France, à retenir le message de fraternité et de paix adressé par les évêques français aux immigrés et aux réfugiés installés en France. Ce message souligne que ces immigrés travaillent souvent dans des conditions difficiles et qu'ils sont eux aussi touchés par le chômage et que le droit de vivre dans un pays qu'ils contribuent à développer, eh bien ce droit leur est acquis. Suite ce soir du débat sur le projet de loi relatif à la presse écrite. Nous sommes en politique intérieure maintenant, après le rejet hier soir de la motion de censure déposée par l'opposition. Une décision sans surprise puisque cette motion n'a recueilli que 158 voix. Il lui en aurait fallu 247 pour être adoptée. En politique toujours, à noter que le secrétaire général du RPR, M. Bernard Ponce, vient de réaffirmer la position de son mouvement en faveur d'une liste unique de l'opposition pour les prochaines élections européennes. Et puis un face-à-face assez rare pour qu'on le signale, celui qui oppose Pierre Mauroy à Jacques Chirac dans le magazine économique L'Expansion. Les deux hommes ne s'étaient jamais affrontés qu'à la tribune de l'Assemblée nationale. Là, ils se sont rencontrés plus directement, l'occasion de s'apercevoir, et ce n'est pas une surprise, qu'ils ne sont d'accord sur à peu près rien. À noter tout de même une confirmation du Premier ministre qui estime que l'augmentation des salaires dans le secteur public, cette augmentation ne doit pas excéder l'année prochaine l'objectif fixé par le gouvernement, c'est-à-dire 5%. La SNCF malade de ses voleurs. Ils sont des milliers chaque année qui piquent, un cendrier par-ci, un oreiller par-là, bref, un tas de petites choses, mais qui coûtent fort cher à la société nationale. Sylvie Marion. Cette valise est suspecte, ces sacs sont louches. Tous les bagages de tous les voyageurs des gares dignes de suspicion le sont. Entre un pull tricoté main et le nécessaire de toilette se glisse peut-être un objet appartenant à la SNCF. L'année dernière, les chemins de fer ont été victimes de vols de centaines de milliers d'objets et de déprédations représentant 30 millions de francs. On vole, si je prends le cas des voitures les plus courantes, les voitures place assise corail, on vole essentiellement des marteaux brise-vitres, on en vole presque 17 000 par an. On vole des cendriers, à peu près 3 000 par an. On vole également des cadres photos, des savonniers, quelques milliers d'unités. Par contre, dans une voiture couchette, comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on vole essentiellement des draps-sacs, il en disparaît plus de 300 000 par an. Des couvertures, il en disparaît presque 50 000, ainsi que des thés d'oreiller. Bien, on vole également des échelles comme celle-ci, puisqu'on en a à peu près volé 2000 l'année dernière. Vous n'allez quand même pas me dire que les voyageurs partent avec les échelles sous le bras? Effectivement, compte tenu de l'encombrement, ce ne sont pas les voyageurs qui nous prennent ces échelles, mais il faut là distinguer deux types de vols auxquels nous avons affaire. D'une part, des vols qui se produisent sur les chantiers de formation ou de garage des voitures lorsqu'elles ne roulent pas, qui sont le fait de bandes plus ou moins organisées, et d'autre part les chapardages qui sont le fait de la clientèle. Et quel est le pourcentage de vols par rapport aux 30 millions que font les voyageurs ? C'est difficile à déterminer. Si l'on prend, les 30 millions représentent à la fois les vols et les déprédations. On peut penser que ce qui résulte des voyageurs représente à peu près les 2/3 de ce montant. Cela peut paraître très important, mais il faut le rapporter aux 700 millions de voyageurs que nous transportons chaque année. L'esprit civique des Français n'est quand même pas la chose du monde la mieux partagée. Car dans le ciel comme sur le rail, on emporte aussi des objets. Et Air France, de son côté, déplore 20 millions de francs d'objets volés par an. Marguerite Yourcenar, victime d'un accident au Kenya, la première académicienne française, a été renversée par un minibus. Elle est gravement blessée, mais son état serait jugé satisfaisant ce soir.
Le 41e prix Louis Deluc a été décerné tout à l'heure à Maurice Pialat pour son film À nos amours. Le prix Louis Deluc, c'est un peu le Goncourt du cinéma. Il a été attribué par exemple à Jean Renoir, à René Clair, à Jean Cocteau ou encore à Jacques Tati. Avec Maurice Pialat, c'est un grand réalisateur, original et un peu marginal. C'est pour cela peut-être qu'il est peu connu du grand public. France Roche. Maurice Pialat, 58 ans, 11 films, peintre devenu réalisateur au tournant de la quarantaine, avait l'air plus étonné que ravi en venant remercier le jury. À nos amours cinématographiques. Bravo, bravo. Il avait pourtant presque obtenu l'unanimité pour À nos amours, qui compte l'histoire d'une adolescente croyant au plaisir mais refusant l'amour, et des rapports à la fois passionnés et agressifs qu'elle entretient avec son père. Vous vous attendiez à avoir le prix Deluc? Non, je pensais que c'était Chao Pantin qui l'aurait. Mais alors vous pensez qu'À nos amours mérite le Goncourt du cinéma? Oh, oui, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes dans le film quand même. Par exemple? Non, le film dure environ 1h40, il y a certainement 1 heure de film qui est pas trop mauvaise, c'est déjà bien. Ça arrive pas tellement souvent peut-être. Et quand vous le voyez, au moment où vous tombez sur les 40 minutes ou les parties de 40 minutes qui vous plaisent pas, qu'est-ce que vous faites? Je ne le revois plus. Ah, c'est fini? Ah oui, je le reverrai difficilement. Écoute, la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, Suzanne, hein, je t'étrangle. Mais ça va pas, non? J'en ai marre, tu t'écoutes dans la gueule tout le temps comme ça. Tous les soirs, tu fais chier à la fin. Vous avez joué un rôle dans votre film. Quelle réaction avez-vous vu en vous voyant? Ben, c'est un peu honteux de dire ça parce que ça tranche surtout beaucoup avec ce que j'ai l'habitude de dire sur ce que je fais. C'est de la satisfaction. Je trouve que dans la moitié du temps, c'est pas trop mal, quoi. Et je crois que j'ai été beaucoup aidé dans la façon dont le film s'est fait et entraîné par l'actrice principale. Sandrine Bonner, 15 ans. C'était super quand il m'embrassait. Je savais même plus ce que je faisais, je savais même plus où j'étais. Puis, je peux pas t'expliquer parce que ça s'est passé super vite. Puis après, quand c'était fini, il m'a dit thanks a lot. Tu sais ce que je lui ai répondu? Non. Tu vois, tu rigoles, mais c'est pas marrant, tu vois. Je lui ai répondu, y a pas de quoi, c'est gratuit. Il a compris? Je pense. En tout cas, j'espère. Mais tu regrettes? Non, mais c'est moche. Voilà Maurice Pialat qui a donc obtenu le prix Deluc. Il y avait un quartet aujourd'hui, vous allez découvrir sur votre écran les combinaisons et les rapports. Voilà le 20, le 6, le 9 et le 16, ce qui rapporte dans l'ordre 1934 francs et 50 centimes et dans un ordre différent 120 francs et dans les deux cas pour 5 francs. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré qui est tout gris ce soir. Tout gris de nuages, ce n'est que la pochette, avec pour demain du vent, de l'eau, c'est de la pluie, et du doux, car le vent viendra du sud. Regardez la photo satellite, il s'est passé une chose depuis hier. Il y avait une première dépression qui est passée aujourd'hui, elle s'est affaiblie comme prévu, mais on attendait une deuxième. Et il y avait hier un centre dépressionnaire, ici. Le problème maintenant, c'est qu'il y en a deux. Il y en a un qui est au nord et un qui est au sud. Celui du sud est plus actif que celui du nord, ce qui fait que ça a retardé l'ensemble du déplacement de la perturbation vers l'est. Le premier centre dépressionnaire passera demain, si vous voulez, et donc le vent arrive demain. Vous noterez tout de même que la perturbation est vraiment très jolie. Regardez la carte, c'est pas joli. Ça, en revanche, beaucoup de nuages sur l'est, c'est la situation à midi, beaucoup de nuages sur l'est. Sur le centre, beaucoup de nuages aussi, avec de la pluie modérée, mais de la pluie soutenue, des rafales de vent de sud à l'intérieur, de sud dans la vallée du Rhône, d'autant dans le couloir languedocien, de sud-ouest sur l'Atlantique, de sud-ouest. Ensuite, le temps redeviendra plus variable, quelques petites éclaircies, mais pas beaucoup, beaucoup d'averses surtout. Quand la pluie arrivera sur les montagnes, à partir de 1200 mètres, cela donnera de la neige. J'ajoute à tout cela, sur la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée, un avis de fort coup de vent, avec une mer forte, cela est dû bien entendu au vent, le baromètre vertigineusement en baisse. Température, encore quelques petites gelées demain matin, moins 2 degrés sur le nord-est, mais encore en hausse pour demain, très doux, de 6 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest, mais moyenne nationale de 12 degrés. C'est très bon tout ça. Demain, vendredi 16 décembre, lever du soleil 8h39, coucher 16h53, il n'y a pas de minutes en plus ou en moins, mais c'est la Sainte-Alice. Voilà, il est temps de refermer ce journal. À 22h50, vous retrouverez Claude Sérillon. Demain, 12h45, c'est Daniel Bilalian pour Antenne de Midi. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée.